Elles sont juste après, voilà. Bonjour, Olivier Festor, je suis directeur de Télécom Nancy. Et j'ai entendu le mot Big Data. Alors, on n'a volontairement pas choisi le mot Big Data lorsqu'on a commencé cet approfondissement, puisqu'on voulait aller au-delà. Il y a du data tout court qui se traite aussi. Il y a des cas où on travaille sur des événements rares qui sont pas forcément sur des très gros volumes, mais qui sont néanmoins des données pertinentes. Et donc on est parti sur le montage d'un approfondissement de l'école qui s'appelle ingénierie et application des masses de données. On faisait la réflexion ce matin, IAMD, ça veut aussi dire I am the data. Voilà, donc on va vous expliquer un petit peu comment et pourquoi les big data sont entrés à Télécom Nancy, et nous sommes 2 personnes aujourd'hui à intervenir. Donc moi-même en tant que directeur, pour vous présenter un petit peu les motivations et comment on en est arrivé là. Et comme c'est la vocation de cette journée, c'est aussi avant tout du partage d'expériences. J'ai souhaité que le porteur de cet approfondissement qui a accompagné les élèves pendant les 18 mois de la formation de l'apprentissage, qui est Adrien Coulet, de venir partager l'expérience qu'il a eue avec ce tout premier groupe, parce que ces élèves soutiennent aujourd'hui leur diplôme de fin d'études et auront leur diplôme fin novembre de cette année. Alors, on a déjà beaucoup parlé sur les formations. Télécom Nancy, on a une exigence sur toute formation, sur tout approfondissement qui s'ouvre. Et cette exigence, c'est un adossement recherche fort. On ne part pas sur un approfondissement, sur le lancement d'une nouvelle formation, d'une formation complémentaire, si on n'a pas la capacité à avoir des enseignants-chercheurs qui sont visibles et qui ont de l'impact dans le champ disciplinaire qu'on vise dans cet approfondissement. Alors on est dans un écosystème académique. C'est aussi une raison principale pour laquelle on avance. C'est d'une part pour répondre au marché, c'est aussi pour se positionner dans un écosystème académique. Alors, le premier écosystème académique dans lequel on est, c'est Lorraine INP, c'est 10 écoles d'ingénieurs à Nancy. J'entendais tout à l'heure 5600 étudiants à Epitech. En Lorraine, à l'université de Lorraine INP, c'est un peu plus de 5000 étudiants aujourd'hui, 1400 étudiants en première année du cycle ingénieur. Voilà, et donc Télécom Nancy, c'est l'école d'informatique et des sciences du numérique de ce collégium. Ah, pardon, oui. On va y arriver. Excusez-moi. Voilà. 10 écoles, tous les champs disciplinaires couverts, sauf le génie civil. Au sein de l'Université de Lorraine, on est également, au travers de Lorraine INP, dans le groupe INP, vous allez aussi trouver sur les différents sites du groupe INP des écoles d'informatique et de sciences du numérique, dont certaines que nous partageons aussi au sein d'un 3e groupe, car nous sommes école associée de l'Institut de Mines Télécom, et très heureux de cette association. Je parlais du lien entre l'enseignement et la recherche. On a un adossement très fort aujourd'hui à 3 laboratoires qui sont le LORIA, le laboratoire d'informatique, le laboratoire de mathématiques, qui est également très important, en particulier pour l'approfondissement IAMD, et le laboratoire d'automatique, qui là, sur IAMD est moins présent. Sur la dimension innovation, également, recherche, innovation, partenariat international. L'Institut Mines Télécom, qui nous accompagne, notamment au travers de Living Lab commun. Nous inaugurons la semaine prochaine un Living Lab sur la santé numérique, qui inclut également pas mal d'activités autour du Big Data. Historiquement, on a aussi une association forte avec INRIA. Je suis un ancien directeur de recherche INRIA, et plusieurs enseignants-chercheurs de l'école dirigent des équipes INRIA. Et les équipes liées au Big Data de l'approfondissement IMD sont également des équipes communes avec INRIA.
Et puis à l'échelle internationale, des partenariats, systématiquement une implication dans des projets qui font intervenir les technologies qu'on dispense à nos élèves. Aujourd'hui, l'école, c'est une formation d'école en 3 ans, recrutement jusqu'à cette année sur le concours Télécom INT, recrutement sur le concours Mines Télécom l'année prochaine. Des recrutements plus faibles sur la prépa des INP, on a très peu de places, on a 3 places, et quelques admis sur titre en première et deuxième année. 424 élèves, 2 formations, 5 approfondissements. 18 mois de tronc commun, 18 mois d'approfondissement, évolution, ça va aller sur une année sur le tronc commun et puis 2 années sur l'approfondissement. Les opportunités, pourquoi un nouvel approfondissement? D'abord parce que c'est plus facile de développer des champs thématiques et des approfondissements sur la deuxième partie d'un cursus parce qu'on a tous les élèves, on les a ramenés au même niveau. Il y a un autre élément dont on a parlé, et l'association Pascaline y a également œuvré, et je pense que toutes et tous ici, si vous avez des élèves que vous avez recrutés sur les classes préparatoires, je pense que dans vos cours de base en informatique, vous vous en rendez compte. Nous intégrons aujourd'hui des élèves qui, en classe préparatoire, ont fait 2 années d'informatique, et ça se voit, et ça va nous libérer du temps aussi pour faire d'autres choses et pour aller beaucoup, beaucoup plus loin que l'endroit où on pouvait les mener jusqu'à présent. Donc le choix stratégique, c'est un choix stratégique pour se distinguer dans l'écosystème. Je le disais tout à l'heure, on est au sein de plusieurs groupes. Il y a des formations généralistes qui couvrent bien aujourd'hui le territoire. Donc premier élément, c'était une offre originale. Et puis clairement, un travail qui consiste à repenser le rôle et le métier de nos ingénieurs au cœur des entreprises. Le timing était parfaitement favorable au changement, puisqu'il correspondait d'une part avec un changement d'équipe de direction. Je suis arrivé en 2012 et c'est le premier chantier que j'ai lancé, enfin, en parallèle de l'apprentissage. D'une part, les compétences CPGE, dont j'en ai déjà parlé. Donc ça, c'est du temps qui est libéré pour aller faire autre chose. Une croissance des effectifs. Depuis 2009, l'école a une croissance de plus de 80% de ses effectifs. Et un porteur engagé, je vous disais, on ne part pas sur un projet si on n'a pas des personnes à la fois scientifiquement compétentes, mondialement reconnues sur un champ disciplinaire. Si on n'a pas ça, on n'y va pas. À Nancy, on a la chance de les avoir. Et donc c'est Adrien Coulet qui a accepté de porter. L'adossement recherche, j'en ai déjà parlé, 3 équipes dans l'informatique, sur les grands systèmes, donc cloud, réseau, sécurité. Fouille de données, l'équipe Orpailleur et l'équipe Neuro6 sur tout ce qui est les neurosciences. Un contexte favorable aux données, alors à l'échelle nationale, vous l'avez tous entendu, vous êtes tous conscients, on a aussi un contexte qui est très favorable en région, avec l'implantation de l'INSEE, des collaborations qui sont très bien établies avec le domaine de la santé, avec le CHU, avec l'école de chirurgie, avec le centre de traitement du cancer. L'ouverture des données publiques et puis des données massives que nous obtenons en recherche, notamment dans le cadre du laboratoire haute sécurité. Voilà, le processus de création, j'ai écouté avec énormément d'attention la présentation, enfin les différentes présentations, et tout particulièrement celle de Philippe tout à l'heure. Je vais vous décevoir. On a créé un approfondissement, on a commencé avec un mail. Si je devais le refaire maintenant, j'en ferai un tweet, mais ça commençait avec un mail qui date de décembre 2012. Pour info, j'ai pris mes fonctions le 9 décembre 2012. Donc 5 jours après, je contactais Adrien en me disant, voilà, moi je venais de l'international, je venais d'ICT Labs et j'étais persuadé qu'il y avait vraiment quelque chose à faire sur les données et que les compétences vraiment sont présentes sur Nancy depuis maintenant 20 ans. Il y a des activités très fortes. Donc un mail, puis après c'est le processus, j'allais dire normal,
de création d'une formation dans une grande école d'ingénieurs, un travail collaboratif avec un groupe de travail autour des équipes pédagogiques, également des chercheurs, des établissements, des laboratoires d'adossement de l'école, des sondages auprès des élèves, des anciens élèves, auprès des membres des conseils. Et tout ceci est passé au conseil de perfectionnement, au conseil d'école, et pour un démarrage il y a maintenant 18 mois. Je vais passer la parole à Adrien qui va vous parler des compétences et puis un petit peu le retour de nos élèves, puisque la première promo est en sortie. Alors bonjour pour la deuxième partie de la présentation. Moi je vais rentrer dans le vif du sujet, les choses très concrètes sur cet approfondissement. L'ambition qu'on avait quand on a monté cet approfondissement, c'est de former des ingénieurs en informatique qui soient capables de concevoir et de mettre en place, de mettre en œuvre une chaîne de traitement, d'analyse de données de bout en bout. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire de manipuler des données qui soient volumineuses, qui peuvent être peut-être moins volumineuses mais complexes, des données qui de toute façon vont avoir différents types, d'être capable de les lire, d'en écrire, de les manipuler de façon cohérente ensemble. Et ensuite, une fois qu'on est capable de manipuler ces données de façon assez efficace, de faire ce qui est le cœur de ce processus d'analyse de données, c'est analyser ces données, trouver des régularités, des patterns intéressants dans ces données. Et ensuite, probablement, ce qui est le plus difficile dans ce processus d'analyse de données, c'est d'interpréter les résultats de l'analyse et donner du sens à ces résultats pour qu'après, cette analyse serve à quelque chose de concret. Donc ça, c'est la compétence vraiment globale qu'on veut donner à nos élèves ingénieurs. On a identifié avec le groupe de travail donc 3 grands axes de compétences distinctes qu'on a cherché à offrir aux étudiants. Alors le premier, c'est justement celui qui est associé à ce cœur de processus d'analyse de données, qui est connaître des méthodes, des outils pour analyser des données. Donc c'est l'analyse de données avec des outils statistiques, des méthodes d'apprentissage, de la fouille de données, des outils de visualisation de données qui, eux, vont être probablement les outils qui vont être les plus intéressants pour le côté interprétation et aide à l'interprétation. Ensuite, il y a tout un grand groupe de compétences qui sont vraiment celles sur lesquelles, pour celles-ci, on s'est appuyé vraiment sur le savoir-faire de l'école. Et ce qu'on faisait déjà à l'école, c'est de l'ingénierie informatique et de l'ingénierie informatique appliquée aux masses de données. Donc là, il y a globalement 2 choses très importantes à savoir faire quand on veut travailler avec des masses de données. C'est être capable de distribuer des données et être capable de distribuer les processus qui vont travailler sur ces données. Donc, dans cet axe-là, c'est vraiment toutes les méthodes et outils qui vont permettre de faire ça. Et enfin, il y a un 3e axe qui est probablement le plus original et qui est là parce que quand on a des données et qu'on va en faire quelque chose, il arrive souvent un moment où il est important de comprendre de quoi parlent ces données et de comprendre l'entreprise qui veut utiliser ces données pour savoir qu'est-ce qu'elle va pouvoir en faire, qu'est-ce qu'elle va pouvoir en tirer. Et donc on a également un axe sur les logiques métiers qui sont associées aux données. Oui. Alors là c'est une slide avec beaucoup de termes, c'est l'ensemble des titres des modules qui forment donc le contenu pédagogique de l'approfondissement qu'on a mené. Et ils sont répartis donc selon les 3 grands axes dont je viens de parler. Donc le premier est assez facile à voir, c'est donc un module très important et assez volumineux de statistiques et de méthodes statistiques pour l'analyse de données, qui est donc fait effectivement en partenariat avec le département de mathématiques de l'université. Des modules de fouille de données, de méthodes d'intelligence artificielle avec pas mal de méthodes d'apprentissage et de visualisation de données. Ensuite, il y a ce gros ensemble qui est ingénierie informatique pour ces masses de données avec modules sur le cloud computing, des bases de données avancées, de l'algorithmie qui va permettre de distribuer les processus, des choses comme ça, j'en passe certains. Et ensuite, vous voyez donc 3 modules qui veulent illustrer, mettre en avant les compétences qu'on veut mettre en avant autour de la logique métier et dont je vais vous dire quelques mots plus précisément, en tout cas, je vais les détailler un petit peu plus précisément. Alors le premier, c'est un hackathon autour des masses de données qu'on fait pendant une semaine bloquée. Donc tous les étudiants de Télécom Nancy en 3e année ont une semaine bloquée où
où ils ont un module différent selon justement leur approfondissement. Donc pour cet approfondissement, eh bien, ils s'organisent en équipe et ils travaillent au développement de prototypes sur des projets qui sont soumis par des industriels. Donc les industriels ont un rôle important qui n'est pas simplement de proposer un projet. Moi je leur demande d'identifier les données qui vont pouvoir être utiles, soit ils les amènent, soit c'est des données ouvertes qui sont disponibles. Il peut arriver qu'ils aient envie de mettre en valeur une technologie, donc ça peut être une motivation également, donc ils peuvent amener leur technologie. Et ensuite, quand c'est possible, je leur demande de coacher aussi les groupes, donc c'est plus facile quand ils sont à Nancy, sinon ils font ça par Skype ou par différentes méthodes de collaboration. Et aussi un aspect financier, aussi ils peuvent sponsoriser l'événement. C'est intéressant puisque pendant la semaine, on a plusieurs événements plus conviviaux qui permettent de rendre ce hackathon quelque chose de humain, de vivant et de aussi, par nombreux aspects assez rigolos. Donc qui vont être une soirée pizza, des petits déjeuners pour réveiller les étudiants qui ont pu travailler tard et une soirée au pub, des choses comme ça. Et le sponsoring permet aussi d'offrir des prix aux étudiants, ce qui peut avoir différentes formes, qui peut être matériel ou monétaire. Pour deux exemples, en tout cas, donc on a fait cette expérience qu'une seule fois pour le moment, puisque la première promotion donc, est en train de sortir de l'école. Et deux exemples de projets sur lesquels les étudiants ont travaillé, qui sont assez parlants. C'est les deux suivants. Alors le premier a été proposé par le pôle recherche du Crédit Agricole, qui visait à développer un système de prédiction des accidents de la route en utilisant beaucoup de données ouvertes sur les accidents qui ont déjà eu lieu, qui sont des données publiques, et qui était donc un des sujets intéressants. Et un autre qui a surtout intéressé les étudiants, parce que beaucoup de nos étudiants sont fanas de jeux vidéo, et donc il y a toute une activité qui est naissante sur la fouille de données de jeux vidéo, notamment parce qu'il y a des compétitions et des professionnels qui participent à ces jeux. Il y a beaucoup de gens qui suivent ces compétitions-là, et ils sont intéressés par essayer d'analyser les comportements des joueurs, des systèmes, des fois intelligents, des moteurs qui gèrent ces jeux vidéo pour améliorer le comportement des joueurs souvent. Alors je vous invite, alors deux choses peut-être sur ce module particulier. D'abord, si vous voulez voir donc chaque groupe après met en ligne en gros les résultats et des visualisations de leur projet sur le site dont vous avez l'URL, donc hackathon.telecomnancy.eu. Et en plus, comme je suis en train de préparer le hackathon, le deuxième hackathon qui aura lieu mi-novembre, si vous êtes industriel, que vous avez des données, une idée de projet que vous avez envie de soumettre donc à 4-5 étudiants sur lesquels ils pourront travailler pendant une semaine, j'ai envie de dire, j'aimerais bien qu'ils travaillent non-stop, mais bon, il faut aussi qu'ils se reposent, mais c'est sûr que l'investissement des étudiants se voit directement à la fin de la semaine sur le projet. N'hésitez pas à me contacter, à me dire si vous avez quelque chose d'intéressant. J'ai encore quelques places pour des projets. Ça, c'était la petite parenthèse donc, sur le hackathon. Donc, le deuxième type de module orienté métier sont des modules qui sont des modules qui ont lieu sous la forme de projets et qui visent à mettre les étudiants en face de données et de problèmes d'analyse de ces données. Donc, pour ça, on s'intéresse et on a développé des partenariats pour proposer deux types de projets aux étudiants, des projets dans deux domaines qui nous semblaient particulièrement pertinents pour les masses de données. Donc il y en a d'autres, mais il fallait pour le début de l'approfondissement déjà qu'on commence avec certains. Donc on a développé des projets dans le domaine biomédical, pour l'analyse de données biomédicales et pour les données des villes intelligentes. Donc pour ça, on a des modules qui sont faits avec pour les données, pour l'orientation biomédicale et ses projets, des partenariats avec le département de biologie et de médecine et le CHU notamment de Nancy. Nos partenaires viennent avec des données, l'envie de faire quelque chose avec ces données-là. On discute, en général, je discute avec eux, voir ce qui est faisable, ce que les étudiants peuvent faire, où est-ce qu'ils peuvent aller, et on met au point un projet sur lequel les étudiants peuvent travailler donc en deuxième et en troisième année. Pour la deuxième partie, donc c'est un partenariat qui implique notamment des gens du Grand Nancy qui ont des données sur le transport. Quelque chose qu'on met en place, c'est aussi donc avec des intervenants de l'ENSGSI, qui est notre école d'ingénieurs de Nancy, qui s'intéresse au comportement des citoyens et qui ont un projet très intéressant avec GERDF et des données de comportement de consommation énergétique
qui sont très intéressants à analyser pour essayer de rationaliser, disons, la distribution d'énergie et pour l'adapter, disons, au comportement actuel. Alors quand on a mis en place, donc ça c'est un retour en arrière, quand on a développé cet approfondissement, on a essayé de se positionner par rapport aux formations associées aux masses de données qui existaient déjà. Alors ce qui existait déjà, donc maintenant il y en a quelques autres, il y avait quelque chose d'important qui est les écoles de statistiques, donc qui ont une vision très centrée de l'analyse de données, peut-être moins informatique. Il y a quelque chose qui s'est monté à peu près en même temps que nous, qui est une formation sur les masses de données avec des applications décisionnelles et managériales à Grenoble, donc avec un partenariat entre l'ENSIMAG et Grenoble École de Management. Et ensuite la formation locale avec le master spécialisé de Télécom Paris Tech, qui est probablement la plus proche de celle qu'on offre à Télécom Nancy, puisque ce qu'on propose à Télécom Nancy, c'est une formation donc centrée sur ce qu'on sait faire, donc l'informatique et le logiciel, et cela pour les masses de données. Il y a quelque chose qui est important aussi quand on veut enseigner les masses de données et des outils qui permettent de traiter ces masses de données, de passer à l'échelle, c'est qu'il faut des infrastructures particulières. Alors là, c'est quelque chose qui a évolué, qui continue d'évoluer en ce moment. On est parti eh bien pour les tout débuts et les tout premiers TP à faire un cluster, disons, que j'ai fait avec le service informatique de l'école. On a développé un cluster donc avec 5 machines. Ensuite, quelques mois après, on a pu prendre un stagiaire de l'école qui a travaillé avec la direction du numérique de l'université, qui a pu utiliser donc des ressources de l'université pour mettre en place un cluster un petit peu plus qui permettait en tout cas de mieux illustrer la capacité des outils Big Data. Et enfin, on commence où on est équipé, puisque j'ai des nouvelles récentes, d'un cluster qui a été financé donc à moitié par des financements formation innovante et des fonds propres, qui est donc un cluster qui est mutualisé avec le département Math Info de l'Université de Lorraine et qui vient d'être installé. J'ai eu un mail ce matin qu'on va pouvoir commencer à utiliser dès la semaine prochaine et qui va nous permettre qui est à visée pédagogique, qui va nous permettre de développer d'illustrer nos travaux pratiques sur ce cluster et qui sera aussi dédié aux étudiants, par exemple lorsqu'ils font le hackathon, lorsqu'ils font des projets industriels avec des industriels qui n'ont pas forcément les ressources ou qui ont des ressources sensibles, donc qui ne préfèrent pas qu'on utilise dans un premier temps leur cluster. C'est à ce genre d'application que va nous servir le cluster. Alors, maintenant, de façon très concrète, voilà la première promotion des étudiants d'IAMD. Quand ils ont commencé, maintenant ils sont un peu plus vieux, ils sont prêts à intégrer leur entreprise. Donc je les ai, en prévision de cette intervention, et parce que aussi ça m'intéressait de savoir quel était leur avenir, je les ai sondés sur quelques questions, et je vais vous présenter les réponses qu'ils ont proposées. Alors d'abord, est-ce que leur stage de fin d'études était en lien avec les masses de données? Alors si on ajoute oui complètement et oui un peu, on a une grande majorité. Il y en a certains qui sont allés en stage dans des SS2I. Certains ont commencé avec aller vers un sujet qui semblait être associé aux masses de données et en pratique, ils ont fait des choses qui étaient totalement différentes. Et d'autres qui de toute façon voulaient une SS2I qui les arrangeait parfois pour des raisons locales. En tout cas, ce qui est important à savoir, c'est que sur les offres de stage qu'on a reçues, il y avait beaucoup plus d'offres de stage associées aux masses de données et aux problématiques de masse de données que notre nombre d'étudiants, donc qui est à 20 là, pour les étudiants en 3e année. Donc j'ai pu faire qu'une recherche assez succincte, mais on a fait une recherche avec Big Data sur les emails, sur les propositions de stages qu'on avait, et on avait 262 offres de stage avec le mot Big Data dedans. Donc ça ne veut pas dire qu'ils étaient tous complètement centrés sur le problématique, mais ça veut dire qu'en tout cas il y avait de quoi offrir à plus que 20 étudiants. Ensuite, quelque chose qui m'intéresse pour la suite, c'est savoir quels sont les outils et méthodes du Big Data qu'ils utilisaient. Donc ça, c'était une question ouverte, donc j'ai simplement fait un nuage de mots. On voit, en tout cas moi ce que je vois, c'est que les bases de données relationnelles restent quelque chose qui est très utilisé dans leur projet, ce qui a pas mal de sens pour moi parce que ça continue d'être quelque chose qui marche bien jusqu'à une certaine échelle en tout cas. Et ensuite d'autres mots-clés du domaine qui sont intéressants pour moi.
Ensuite, savez-vous ce que vous ferez à l'issue du stage? Alors ça, c'est l'enquête, je l'ai faite il y a un mois à peu près, donc ils étaient pour beaucoup... Donc, si je fais une synthèse, là, il y a pas mal de catégories, en tout cas la moitié savait déjà ce qu'ils faisaient, donc CDI, en continuité avec le stage, CDD, thèse, et la moitié était en grande partie en discussion, donc avait déjà des pistes, et quelques-uns se posaient encore des questions. Quelque chose qui m'intéresse aussi, c'est de savoir si qu'ils sachent ou qu'ils ne sachent pas ce qu'ils vont faire plus tard. Est-ce qu'ils veulent continuer à travailler en lien avec les big data? Pour la très grande majorité, oui. Il n'y en a qu'un qui, quand il a commencé l'approfondissement, de toute façon savait qu'il ne voulait pas travailler dans ce domaine-là. C'était simplement l'approfondissement qui lui semblait le plus intéressant dans l'école et qui pourrait peut-être lui être utile pour son avenir professionnel, parce qu'il a trouvé un stage et il va se faire embaucher dans une entreprise qui fait de la réalité virtuelle. C'était vraiment un étudiant passionné par ce domaine-là, donc il est en Angleterre et il arrive à réaliser ce qu'il veut, donc c'est très bien. Mais c'est du coup un peu le côté marginal de cette analyse. Et ensuite, deux questions qui sont probablement beaucoup moins ouvertes que les précédentes et qui ont pour rôle de me rassurer, ce qui est très bien. Est-ce que les enseignements de l'approfondissement leur ont été utiles? Oui, ceux qui ont fait par contre des stages qui n'avaient rien à voir avec les big data, ça leur a pas été utile, mais c'est normal. Et ensuite, est-ce qu'ils recommanderaient à leurs successeurs de suivre cet approfondissement également? Là, ils me rassurent en me disant que oui, donc c'est très bien. Et ensuite, qu'est-ce qu'ils font après avec cette formation-là? Quel type de poste? Donc, ce qu'on avait, nous, pensé au début, c'est une chose. Ce qu'ils font maintenant, c'est ce qu'on peut voir. Et ça, finalement, ça correspond à peu près à ce qu'on voulait faire. Donc, c'était un data scientist avec une couleur ingénierie plus forte, probablement ingénierie informatique plus forte que les data scientists, et avec une problématique particulière, qui est le fait que c'est une formation initiale, donc des data scientists juniors, ce qui est relativement particulier à la formation, puisque souvent, dans les offres d'emploi, quand on demande un data scientist, c'est souvent des gens pour lesquels on attend une certaine expérience. Et c'est donc ce qui ressort donc des intitulés de postes que vont prendre les étudiants, avec data scientist qui ressort pas mal, ingénieur, donc la partie ingénierie qui ressort, et le terme junior aussi qui ressort. J'ai choisi parmi mes 20 étudiants, 3 étudiants qui me paraissaient correspondre à ce que j'aimerais, ce que je pense qu'ils peuvent faire avec les compétences qu'on leur donne à l'école. Donc le premier exemple, c'est Jean, je les ai renommés notamment pour le premier, parce qu'il est embauché au ministère de la Défense pour analyser des données d'événements de sécurité, donc des logs, pas mal de logs pour surveiller des attaques de structures informatiques qui sont particulièrement stratégiques pour l'État. Et c'est un étudiant qui a fait des projets aussi qui étaient toujours très reliés à l'analyse de données, qui a obtenu un poste qui correspond bien à ce qu'il a appris à faire à l'école. Il est passé, donc avant son stage de 3e année, il avait fait donc un projet, un développement d'un système de recommandation dans une start-up qui est hébergée à l'école et qui a été montée par des anciens de l'école. Et déjà en 2e année, il avait fait un système de visualisation de données donc à l'Agence nationale de la sécurité du médicament. Ensuite, il y a Jeanne, qui, elle, a donc obtenu un CDI comme data scientist à une entreprise. J'ignorais, je ne savais pas que cette entreprise faisait l'analyse de données, mais donc c'est la ruche qui dit oui, donc une entreprise qui cherche à mettre en correspondance les producteurs et les consommateurs directement, mais qui est organisée au niveau national, qui a des points de, je ne sais pas exactement comment on appelle ça, des points de collecte ou des points de regroupement entre les clients et les consommateurs, les producteurs et les clients au niveau national, donc ils ont apparemment beaucoup de données et des choses intéressantes à en faire. C'est aussi un étudiant qui dès qu'il a choisi IMD, a émis l'envie de travailler dans ce domaine, et il est passé donc il est passé et a fait un master à l'étranger dans une université avec laquelle on a des accords, qui est l'université d'Aalto en Finlande, où il a fait un projet sur de l'analyse de données sociales. Et avant ça, il avait fait un stage très intéressant à l'Observatoire astronomique de Strasbourg. Et enfin, un dernier qui a un profil un peu différent, qui est un profil un peu plus système, que j'ai appelé Jules ici, et qui a fait son stage de fin d'études chez Worldline, donc qui est
une composante d'Atos, si vous voulez, et qui propose notamment à ses clients des solutions de cloud computing et qui permet de distribuer du calcul, donc de faire du traitement sur beaucoup de données. Ils avaient pour le moment une solution qui était, on va mettre à disposition un cluster par client, ce qui commence à devenir cher pour eux, très difficile à gérer, et ils veulent mettre en place quelque chose qui ressemble alors à la solution que propose Amazon, qui s'appelle Elastic Cloud, qui est un seul très gros cloud avec une gestion dynamique, c'est-à-dire quand quelqu'un a besoin de lancer du calcul, on lui alloue les ressources, mais ça implique que tout le monde peut quand même accéder à ces données, à certaines ressources à tout moment. Donc il y a pas mal de problèmes de monitoring, de management, de sécurité de ces systèmes-là, et donc son stage était sur ces problématiques-là, donc un stage très intéressant et qui va continuer donc maintenant. Il avait aussi un parcours, il a aussi fait des projets très, très liés à ces domaines-là, et toujours avec une composante système qu'on retrouvait déjà par avant. Alors pour finir, je voudrais remercier donc l'association Pascaline et Yves Poilane pour déjà nous avoir invités et nous accueillir ici. Et, je voudrais remercier les étudiants qui ont bien voulu répondre aux petites questions et jouer le rôle de cobaye, essuyer les plâtres pour les premières années de l'approfondissement. Et puis évidemment, si je peux vous donner plus d'informations sur l'approfondissement, vous pouvez me poser des questions ou nous contacter par email aux emails qui sont là. Merci Adrien, merci Olivier, bravo. Donc je vous laisse à vos questions, on a encore un petit peu de temps si vous voulez. S'il y a des choses particulières. One question la first, plus difficile. Là-bas au fond, merci. Question très simple, très concrète. Quel volume horaire est consacré globalement à cet approfondissement Big Data? 470. 460. Réparti donc sur 1 an et demi. Donc je suis en haut, non? Peut-être une question très, très en lien avec la question du leadership, c'est quelle place vous faites à l'exposé dans quoi le big data peut effectivement transformer les business models. Enfin, quel paysage comment vous exprimez, vous décrivez, vous éclairez, vous éclairez cette question-là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on lit plein de choses sur comment le big data va transformer les business models, va mettre fin va carrément mettre en danger un certain nombre d'activités. Donc, je voudrais savoir si c'est des questions qui sont abordées telles que, ou, voilà. Parce qu'aujourd'hui, dans la révolution numérique, on parle beaucoup de la révolution du big data. Voilà, c'est ça que je veux dire. Et donc, quelque part, si je m'attends à un endroit où on évoque la question de l'impact et de ce qui est en train de se jouer au-delà du simple aspect scientifique et technique et d'ingénierie, c'est bien celui-là, quoi. Voilà. D'accord. Je vais te dire juste 2 mots qui sont à mon niveau et ce qu'on voit avec les étudiants, qui est déjà essayer. Donc si je fais le lien avec ce que vous présentiez, il y a déjà toute une première partie qui est leur présenter les outils, les méthodes, ce que va permettre de faire globalement ces outils de big data. Leur mettre le point sur le fait que, finalement, en tout cas, c'est mon point de vue, le volume ou des histoires de capacité, de machines, c'est des choses qui vont évoluer très vite et qui ne seront plus des problèmes, donc il ne faut pas se limiter à ça. Il faut plus essayer de voir les méthodes, voir ce que ça peut permettre d'apporter, et en leur précisant aussi que finalement quelque chose qui est très important, c'est de comprendre l'entreprise au sens général dans lequel ils sont, pour connaître les données et comprendre l'entreprise, pour voir ce que ces méthodes d'analyse de données vont pouvoir apporter à l'entreprise. Donc ça peut être du bénéfice, mais ça peut être aussi beaucoup d'autres choses. Et c'est donc ça ce qu'on essaye de leur apprendre. Après, je vais laisser Olivier pour peut-être une vue plus haut niveau et stratégique de ce genre de choses. Il n'y a pas de cours aujourd'hui dédié sur l'analyse du pouvoir impactant, transformant du big data dans les entreprises.
Hein, on est vraiment là sur des profils qui sont ingénieurs, juniors, qui amènent de la technologie, du savoir-faire et de l'ingénierie dans les entreprises pour le big data. À l'échelle de la formation dans son intégralité, il y a un travail de fond qui porte sur les valeurs de l'école, et l'une de ces valeurs, c'est l'éthique. Donc, en lien avec les masses de données, il y a tout un travail qui est fait autour de l'éthique, particulièrement dans le cadre des données de santé, qui sont d'excellents exemples pour illustrer les cours sur l'éthique. Sinon, les aspects pouvoir transformant, c'est des choses qu'ils voient un petit peu dans les cours d'entrepreneuriat. C'est plus au travers de rôle modèles de gens qui ont créé des entreprises, qui ont créé de la valeur autour de la donnée, qui viennent en témoignage. Il n'y a pas de cours structurés établis aujourd'hui sur le pouvoir transformant du big data. Oui, bonjour. Outre les propositions de stage, le hackathon qui fait appel à des projets industriels, comment les entreprises sont intégrées par rapport à cette vision et de manière générale sur les troisième années? Le monde de l'entreprise, parce que c'est comme ça effectivement qu'on peut avoir la confrontation et voir la nécessité de la transversalité. Alors on a quelques séminaires, donc des industriels qui viennent présenter, si c'est soit à tous les troisièmes années, alors il y a les systèmes des petits déjeuners aussi où ils présentent pas mal de problématiques. Quand on a des séminaires qui sont spéciaux pour les étudiants qui suivent l'approfondissement IMD, quand c'est très orienté l'utilisation des données ou sur les problèmes de vie privée associés aux données. Ensuite, il y a alors c'est pas forcément des industries, mais c'est des organisations par les modules orientés métiers aussi, avec lesquels on discute avec beaucoup de gens qui apportent des données. Donc par exemple le Grand Nancy. Le Grand Nancy, lui, communique avec des entreprises comme de partage d'auto par exemple, qui ont des données qu'il faut intégrer dans une analyse de la façon dont les gens se déplacent à Nancy par exemple. Donc par ce biais-là, il y a pas mal d'entreprises qui discutent. Il y a d'autres hackathons, on essaye de faire participer les étudiants à des hackathons qui ne sont pas celui qu'on organise juste pour eux, qui est du coup en tout cas qui n'est pas un hackathon ouvert. Normalement un hackathon c'est quelque chose qui est ouvert au public. On les invite à participer à ce genre de démarche où là ils rencontrent aussi des entreprises. Donc ce week-end là il y en a 3 qui vont participer à un hackathon santé où il y a des entreprises de l'écosystème de Nancy mais aussi national qui viennent avec des problématiques, qui proposent de coacher des équipes. On a des étudiants là qui les rencontrent. En termes de transversalité sur l'ensemble de la chaîne, là aussi, on a la chance à Nancy d'être dans un collégium où il y a 10 écoles. Et donc on peut aussi construire des groupes et des compétences qui vont couvrir, j'allais dire, le champ complet. Je donne un exemple, on travaille avec une start-up sur la mesure de pollen dans les villes. Et pour ça, on fait appel aux collègues de l'école de l'ENSEM, école de l'énergie, pour la construction de capteurs. Ces capteurs eux-mêmes sont construits avec des collègues de l'école nationale supérieure d'agronomie et Télécom Nancy pour le traitement, l'agrégation et le traitement de données. Et c'est des choses qu'on sait faire sur une année complète. Cette fois-ci, c'est à composer des groupes de différentes écoles pour accompagner des projets, y compris dans le big data. J'ai été assez sensible au sujet du big data dans le monde du commerce, où beaucoup d'entreprises veulent utiliser le big data pour faire du prédictif, ce qu'elles ont toujours cherché à faire d'une façon générale d'ailleurs, pouvoir anticiper la façon dont va se vendre leurs produits. Mais elles peuvent aussi le faire pour les industriels sur l'analyse de l'évolution de la demande des utilisateurs pour projeter la façon dont il va falloir concevoir les nouveaux produits. Mais est-ce qu'il n'y a pas des secteurs non pas plus discrets, mais moins grand public, comme notamment la santé, qui sont potentiellement des très gros consommateurs du big data pour analyser, là aussi en termes de prédictif, l'évolution de certaines maladies ou quels sont les risques que peuvent avoir certaines populations par rapport à certaines maladies quand ils sont dans un contexte environnemental, industriel, professionnel, que sais-je encore.
Oui, alors dans la santé, le domaine d'application, oui, effectivement, ils sont légion dans le médicament également. Et puis dans des domaines dans la santé auxquels on pense pas nécessairement, notamment dans la formation. On travaille avec l'école de chirurgie du CHU de Nancy, où aujourd'hui tous les futurs chirurgiens travaillent sur simulateur, apprennent les gestes sur simulateur. Ça génère des masses de données qui sont extraordinaires, qui peuvent, au travers de l'analyse, aussi révéler un certain nombre de choses intéressantes qui peuvent amener jusqu'à la modification du dispositif d'intervention lui-même. Et si je vais un petit peu plus loin que la santé, en restant dans cet aspect formation, les élèves qui intègrent Télécom Nancy aujourd'hui ont des cours d'algorithmique et de programmation. On enseigne un langage merveilleux qui s'appelle Scala, dont vous avez certainement entendu parler. Tout ce qui est fait aujourd'hui par les élèves, le moindre caractère qui est saisi, la moindre demande de compilation, c'est journalisé, c'est enregistré et derrière c'est de l'analyse classique Big Data qui permet de construire des modèles d'oracle au travers un oracle, de rediriger des élèves vers des exercices particuliers pour guider et accélérer l'acquisition de compétences. Donc on a vraiment tous les champs aujourd'hui qui, en tout cas dans nos disciplines, qui bénéficient de ces traitements de données. Sur la partie commerce, tu veux peut-être dire quelque chose ? Alors commerce, il y a toute une grande famille là, qui s'appelle les systèmes de recommandation qui visent à, donc peut-être qui sont plus marketing, qui sont très orientés vers le marketing, qui visent à cibler des populations ou à mieux améliorer l'expérience des utilisateurs ou des clients. Alors peut-être pour ajouter 2-3 choses, donc sur la santé, oui, il y a beaucoup de choses, il y a pas mal d'exemples que je donne aux étudiants pour essayer de les attirer vers quoi il n'y a pas vraiment besoin, mais on leur fait toujours une présentation des approfondissements. Et ça illustre très bien les problématiques du big data. Google il y en a peut-être qui ont déjà entendu parler de ce projet, mais il y avait un projet qui s'appelle Google Flu, et qui permet de suivre les épidémies de grippe à travers le monde, et ça plus rapidement que ce que permettait de faire Donc en tout cas, ils sont comparés à l'organisation américaine, qui est une association de généralistes qui rapporte au niveau national le nombre de patients qu'ils ont observés avec la grippe, et ils ont montré que leur modèle permettait de suivre les épidémies et de les prédire avec plus d'efficacité que les données qu'ils récoltaient actuellement. Donc, et ils font ça en analysant les logs de recherche, donc c'est-à-dire quand quelqu'un tape un symptôme de la grippe ou le mot grippe, eh bien Google l'enregistre évidemment et ils partent de ces données, plus après des analyses statistiques pour faire cette prédiction et ce suivi d'épidémie. Donc ça c'est un exemple. Après il y a dans les exemples qui parlent bien, c'est le repositionnement de médicaments. Donc les médicaments ont été développés pour une application particulière, et c'est vrai qu'ils n'ont pas été testés forcément pour d'autres maladies, et on se découvre, maintenant qu'on a des jeux de données sur des patients, sur la chimie, sur en tout cas beaucoup de descripteurs sur les molécules, il y a des données qui permettent de repositionner des médicaments pour traiter une nouvelle maladie pour laquelle ils n'avaient pas été testés et qui s'avère être efficace. D'ailleurs, c'est le Viagra, c'est un cas de cet exemple, puisqu'il n'a pas été trouvé par des approches big data, plutôt par accident, mais en tout cas c'est typiquement un médicament qui au début n'avait pas été développé pour les troubles de l'érection, mais pour autre chose, et qui se trouve être intéressant pour ça. La défense, on a beaucoup parmi les étudiants qui sont embauchés, il y en a plusieurs qui vont travailler au ministère de la Défense. Merci Olivier, merci Adrien.